Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 politique sur TV Fil. Chaque mercredi, une nouvelle édition pour suivre au mieux la campagne des législatives dans le département yvelinois. Aujourd'hui, deux invités. Dans un instant, le candidat de la France insoumise dans la première circonscription, Thibault Marchal. Et puis déjà, en plateau, Mathilde Androuet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate du Front National dans la 11e circonscription. Peut-être un mot tout d'abord sur la composition du gouvernement. Au moment où nous enregistrons cette émission, la composition a été tout juste dévoilée. Gérard Collomb à l'intérieur, Nicolas Hulot, ministre d'État à la transition écologique, François Bayrou, garde des Sceaux, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ou encore Laura Flessel pour le sport. Que vous inspire cette composition de gouvernement ? Alors, si la France n'était pas dans l'état dans lequel il était, on pourrait rire, parce que bon, on prend les mêmes et on recommence, tout simplement. Donc, pour le renouveau, il faudra revenir, à mon avis, justement. Nicolas Hulot n'avait pas été ministre jusqu'à présent, par exemple. Non, mais Nicolas Hulot fait partie des tablettes de multiples personnes en politique depuis des années, donc bon, bah, voilà. Pour vous, rien de nouveau ? Bon, non, rien de nouveau, hélas, pour les Français, surtout. On en vient aux législatives. Vous allez défendre les couleurs de Marine Le Pen dans la 11e circonscription qui n'a pas été forcément très favorable au Front National sur les communes les plus importantes qui la composent. Si on regarde les résultats pour la présidentielle, on peut revoir le score sur Elancourt, par exemple, un peu plus de 20%, sur Trappes également, un tout petit peu moins de 20%. Est-ce que vous êtes inquiète à l'approche du scrutin législatif sur cette circonscription, la 11e ? Aucunement, parce que l'actuel gouvernement, d'ailleurs, le prouve, c'est que face à Macron, qui est à l'opposition, il reste les patriotes, il reste nous, en fait, tout simplement, le Front National. Donc je pense que créer cette alternative et justement enrayer un peu la logique qui va être lancée par Macron, qui est une logique de continuation, de continuité. Non, au contraire, je trouve ce challenge très revigorant. Lorsque vous avez vu les résultats de la présidentielle sur votre circonscription, celle où vous vous présentez, vous ne vous êtes pas dit ça va être quand même très compliqué ? Mais tout est compliqué, mais bon, c'est pas grave. En 2012, le Front National, sur la 11e circonscription, avait terminé au premier tour avec moins de 9%. Et même en 2002, quand Jean-Marie Le Pen avait réussi à accéder au second tour de l'élection présidentielle, à peu près le même score, 8,72%. Il y a un certain plafond au moment des législatives, autour de 10%. Oui, mais en même temps, si on s'arrêtait juste au passé et on ne donnait pas plus d'efforts, on serait jamais même arrivé au premier tour là, des présidentielles. Donc, en l'occurrence, non, il faut s'atteler, il faut aller faire du terrain, il faut aller parler aux Français, aller défendre la France, parce que je pense que c'est un enjeu essentiel dans ces législatives. Donc, non, c'est... Alors, vous leur dites quoi aux électeurs, justement ? La seule Quel est le question, message que vous allez porter ? Qu'est-ce qui va changer dans le programme ? On est dans la continuité du programme qui a été porté pendant la campagne présidentielle. Totalement. Il y a des ajustements. Non, on est dans la continuité. En l'occurrence, il s'agit de faire une opposition à cette alliance qui est cachée derrière Macron, un faux renouveau. Cette alliance des Républicains, d'un PS repassé à la machine à laver aussi. Donc, mais en l'occurrence, là encore, on retrouve les mêmes têtes, les mêmes logiques. Et donc, ce qu'il faut dire aux Français, c'est ne leur laissez pas non plus un boulevard pour aller casser le code du travail, pour laisser rentrer encore des millions d'immigrés, pour défendre notre identité, défendre notre souveraineté économique, défendre nos libertés. Il faut une véritable opposition en France et en l'occurrence, l'opposition est incarnée par nous. Sur les points de programme précis, votre campagne sur la 11e circonscription, parce qu'il faut, même si c'est un scrutin national. Et qu'il faut aller représenter ensuite à l'Assemblée nationale avec tous les autres députés, il faut se faire élire sur une circonscription, il faut aussi coller à la réalité du terrain dans la 11e circonscription. La 11e circonscription, hélas, parfois s'illustre nationalement avec des thèmes sur la lutte contre le communautarisme. Je pense qu'on est au cœur du sujet dans la 11e circonscription, entre des politiques locales qui sont ouvertement clientélistes, qui encouragent ce communautarisme, et des effets totalement pervers et voire mortifères. On voit des jeunes partir... Trappes, c'est quand même illustré par un départ de 50 de personnes en Syrie. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Et je pense que ça, c'est des mesures nationales. Et donc, le local, en l'occurrence ici chez nous, fait écho à des problèmes qui touchent toute la France et tous les Français. On continue à évoquer vos différentes propositions pour cette campagne législative. Juste une petite pause pour évoquer une situation précise, celle des travailleurs dans le bâtiment, travaux publics. La Fédération des bâtiments et travaux publics dans les Yvelines organise cette semaine une rencontre avec des représentants politiques dans le département pour présenter leurs 112 propositions pour ces législatives. Et nous avons donné justement la parole à cette profession. Écoutez. Je m'appelle Fabrice Martinez, j'ai 51 ans.
J'habite à Voisins-le-Bretonneux et je travaille dans l'entreprise locale de Saint-Quentin Bâtiment. Et je suis chef d'équipe. On travaille 8 heures par jour et on fait 39 heures dans la semaine. Mon salaire, c'est de 2 000 € par mois. Alors pour les présidentielles, j'ai voté la France Insoumise, qui me correspond beaucoup plus dans mes idées. Et pour les législatives, je ferai de même. Pour cette législative, je suis en attente qu'on parle des retraites, des pouvoirs d'achat et des salaires. Et au niveau des impôts, on paye énormément de taxes, ce qui fait que le salaire augmente quasiment pas. Et le pouvoir d'achat est assez réduit depuis plusieurs années. Moi, je suis plus en attente sur la France Insoumise, qui propose des choses plus concrètes. La flexibilité apporte des petits boulots très peu payés, avec une amplitude horaire extrêmement large, ce qui fait que après la vie privée, il reste plus beaucoup d'heures à passer dans son foyer, et ça c'est franchement très mauvais. On a entendu parler des retraites, du pouvoir d'achat, des salaires aussi également. Alors ça touche cette profession, mais les autres aussi. Quelles sont les propositions que vous portez? Moi, je trouve cet exemple très parlant parce qu'en l'occurrence aussi, cette profession est frappée de plein fouet par la directive des travailleurs détachés. Clairement, le bâtiment, l'activité du bâtiment en France a été presque digérée, en fait, pas à cause de cette directive qui permet d'employer des personnes à très bas coût et donc évidemment à ne pas offrir d'emploi en France, dans le bâtiment notamment. Et concernant évidemment cette structure, qui est une petite structure, on aura tendance à lui rappeler qu'il a totalement raison. Le nombre de charges qui pèsent sur ces petites structures, qu'on n'aide pas du tout, alors que les dernières aides, même sous le gouvernement Macron, en fait, aidaient les grosses structures. Et oui, il a raison, la macronisation de la France, c'est l'ubérisation de notre économie, de notre travail. Donc ces petits boulots servent juste aussi encore à tirer les conditions de travail à la baisse, à casser encore toutes les protections sociales qu'il y avait. Donc le budget, c'est aussi de ne pas casser ce code du travail, de retirer la loi El Khomri, clairement, qui va être adoptée via ordonnance cet été. Voilà, et donc, oui, il y a plein de choses sur lesquelles on abonde, et à savoir aussi baisser les impôts et les charges qui pèsent sur les petites entreprises. Il faut savoir que le gouvernement Macron-Hollande, c'est plus 32 milliards d'impôts. Donc, en France, donc voilà, il faut sortir de là, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aussi bloquer l'élan de la marche. L'élan qui est en marche. Et aujourd'hui, quel est l'objectif pour le Front National? C'est d'obtenir une force d'opposition et d'influencer le gouvernement, ou de réussir à obtenir une majorité et pourquoi pas une cohabitation? Évidemment, le but du jeu est d'arriver le plus loin possible pour défendre les intérêts des Français. Parce qu'en l'occurrence, on voit M. Macron très omnubilé par l'intérêt de l'Europe, penser européen, organiser un gouvernement économique européen, c'est dans ses tablettes. Sauf que voilà, en l'occurrence, ce monsieur, dans le bâtiment, est clairement une victime de cette Europe qui a pour seul credo la concurrence. À tout prix, et même au prix d'une vie normale, une vie auprès de sa famille, comme il le dit, et une vie digne, avec un salaire digne. J'aimerais qu'on prenne quelques instants à présent pour vous présenter, au-delà des propositions. Vous êtes conseiller régional, c'est la première fois que vous vous présentez dans cette 11e circonscription des Yvelines. Vous aviez participé à un scrutin municipal, néanmoins, dans le département. C'était du côté de Houille, également sur candidate pour les départementales. Pourquoi la 11e circonscription? Pourquoi ce changement de localisation dans le département? Je pense l'immense symbolique d'arriver sur une circonscription où, en étant une femme élue, une femme dans la vie active, une femme dans la vie publique, montrer que les femmes ont toute leur place. Et je trouve que dans la circonscription où se trouve Trappes, c'était hautement symbolique, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cette circonscription. C'est vous qui l'avez demandé? Et on l'a accepté, oui, tout à fait. C'est une circonscription difficile. Le maire Les Républicains d'Elancourt souhaite retrouver son poste. Il est aujourd'hui vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis c'est aussi la circonscription d'un ancien candidat à l'élection présidentielle, Benoît Hamon. Ça ne vous effraie pas?
Non, aucunement. Vous vous dites qu'il y a de la place pour le Front National? Il y a une Et place quand pour on le voit les Front National, il y résultats a une une fois place pour les femmes en politique, non, il y a une place pour les Français, parce que je pense qu'on est les meilleurs porte-parole des Français et de leurs intérêts. Votre adversaire principal? Benoît Hamon, Jean-Michel Fourgousse, d'autres formations politiques? La France Insoumise qui a fait un bon score sur Trappes également. Tous ceux qui se mettent d'accord contre nous et qui a priori se retrouvent tous au gouvernement, peu importe les couleurs d'origine. Un mot sur un accord éventuel ou non avec Debout la France, avec le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. Pas d'accord? Alors, pas d'accord au premier tour, en effet, ça a été entendu, prouvant bien par là que nous ne rentrons pas dans ces calculs qu'il y a pu avoir entre M. Bayrou et M. Macron. Non, nous, non. Clairement, oui, ça peut vous empêcher d'avoir quelques points pour participer, pourquoi pas, à une triangulaire sur le second tour? Peut-être, mais l'honnêteté veut que voilà, les Français aient un maximum de choix. Je pense que la diversité en politique, c'est important. Et en même temps, lors du second tour, on fait voilà, ces choix fondamentaux. On s'accorde sur l'essentiel et donc voilà, on y réfléchira après le 11 juin. Mais vous êtes une jeune représentante du Front National, née en 84. Vous étiez aussi auparavant au FNJ. Vous êtes plutôt proche du vice-président du Front National, Florian Philippot. Pourquoi avoir rejoint le Front National? Auparavant, vous étiez aussi à Terra Nova, qui est un groupe de réflexion qui est plus proche du Parti socialiste. Qu'est-ce qui vous a, dans votre parcours, j'étais stagiaire à Terra Nova, rien de plus. Et en l'occurrence, c'est vraiment mon quotidien. C'est-à-dire que voilà, j'ai été élève boursière. C'est grâce à la République, c'est grâce à la France que j'ai pu faire mes études, des études qu'on qualifie plutôt de qualité à Sciences Po. Et ma vie professionnelle, en plus, après, m'a amenée à fréquenter un peu le milieu de la communication et le milieu parisien, et que je trouvais totalement déconnecté en fait, de la réalité que je pouvais retrouver quand je retournais chez moi en banlieue, avec voilà, une insécurité culturelle grandissante, une insécurité économique réelle. Voilà, et donc le jour de mon anniversaire, en fait, de mes 26 ans, je me suis dit, voilà, je dois rendre à la France ce qu'elle a réussi à m'offrir à moi pour que tous les Français puissent bénéficier de la même chose. Je crois vraiment en l'ascenseur social que peut représenter l'école de la République. Et donc, je me bats en fait pour cette égalité scolaire, pour la défense. Je suis aussi très souverainiste, très attachée à notre souveraineté. Donc voilà. Vous qui êtes une jeune représentante du Front National, et ce sera ma dernière question, est-ce que le Front National doit rentrer aussi dans une phase de recomposition? On a vu le départ par exemple de Marion Maréchal Le Pen. Est-ce qu'à l'issue des législatives, là la campagne est lancée, mais après le 18 juin, il va falloir aussi repenser le Front National, changer de nom, pourquoi pas? Alors, nuance sur le départ de Marion Maréchal Le Pen, qui a un départ pour raison personnelle et nullement politique. Il n'empêche peut être difficile comme impact pour le mouvement néanmoins, pour l'image du mouvement. Alors, évidemment, toute personne talentueuse qui s'en va, ça nous fait de la peine, mais en même temps, bon, c'est l'occasion. Elle a été un excellent porte-parole pour la jeunesse, justement, cette jeunesse qui monte en politique. Je pense que voilà, ça ouvre aussi la perspective de l'arrivée de nouvelles têtes, de nouveaux styles. C'est-à-dire qu'il faut repenser, recomposer ou pas ce Front National, redéfinir le nom, les axes, les orientations, des lignes claires aussi, peut-être en se basant sur les résultats de la présidentielle, avec des résultats qui ont été finalement un peu en dessous de ce qui pouvait être attendu par la formation. Oui, et en même temps, au jeu du seul contre tous, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal, avec plus de 10 millions d'électeurs au second tour. Mais évidemment, c'est une grande réflexion de fond sur comment aussi apaiser notre image, leur montrer qu'on est vraiment les meilleurs avocats des Français. Et donc, c'est tout un travail, en effet, qui peut se faire. Et justement, d'où l'intérêt de ce dialogue avec Debout la France, mais encore d'autres personnes qui sont sincèrement patriotes et attachées aux libertés des Français. Merci Mathilde Androuet. Je rappelle que vous êtes candidate dans la 11e circonscription des Yvelines. Face à vous, notamment le Parti communiste avec Luc Miseray ou encore le député socialiste sortant, Benoît Hamon. La France Insoumise avec Sylvie Rieder ou encore Nadia Hay pour La République En Marche. La liste définitive sera connue d'ici au 19 mai, dépôt en préfecture des candidatures qui se tient actuellement. Merci à vous. Le 7-8 politique se poursuit. Nous allons évoquer la situation dans la première circonscription des Yvelines à présent. Dans un instant, Thibault Marchal, c'est le candidat de la France Insoumise. Voici déjà le portrait de la représentante socialiste également sur ce secteur, Charlotte Rosettini. Présentation signée Mickaël Elmidoro. Vous êtes au niveau de la mairie? Non, moi je suis candidate pour les législatives. Histoire qu'il y ait un petit peu de jeunesse et un petit peu de dynamisme dans cette circonscription. Charlotte Rosettini, 31 ans, est officiellement candidate dans la première circonscription des Yvelines. Une nouvelle expérience pour cette Versaillaise sans mandat qui s'est engagée politiquement pour lutter contre le retour de Nicolas Sarkozy en 2015.
Après, la question qu'on peut poser, c'est mais pourquoi le Parti socialiste ? Parce que j'ai toujours été socialiste, j'ai toujours voté à gauche. Le Parti socialiste, en fait, représente mes valeurs, donc la justice sociale, l'écologie, le partage. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a intéressée à aller vers ce parti. Et puis, c'est un parti qui a une base militante qui est importante et qui est engagée. La première circonscription, un choix du cœur selon la jeune socialiste qui a grandi et fait ses études sur le territoire. Le parachutage, non merci. Je pense qu'on va voilà, c'est pas possible. Pour comprendre ce qui se passe dans un territoire, il faut le connaître. C'est-à-dire qu'il faut y vivre. Moi, je vis à Versailles. J'ai fait mes études à Montigny-le-Bretonneux. Donc pourquoi la première circonscription ? Parce que c'est chez moi, tout simplement. Ses principaux axes de campagne, l'écologie avec notamment la défense de la cause animale et la protection des catégories défavorisées. C'est vraiment comment nous, aujourd'hui, en tant que citoyens, on peut se réapproprier notre vie politique, comment on peut faire que tous ensemble, on puisse vraiment avancer et créer un futur désirable. C'était la petite phrase de Benoît Hamon. Pour présenter son programme aux électeurs, Charlotte Rossettini n'hésite pas à les rencontrer sur les marchés et les brocantes. Si vous voulez savoir comment ils veulent être représentés, vous ne pouvez pas le deviner. Donc si vous n'allez pas à leur contact, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils veulent, tout simplement. C'est eux les boss, c'est eux qu'on représente. Donc si vous n'allez pas sur le terrain, si vous n'êtes pas à leur contact, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Charlotte Rossettini ne partira pas favorite lors de cette élection. Dernière présidentielle, Benoît Hamon n'a réalisé que 5,34% des suffrages à Versailles et un peu moins de 10% à Montigny-le-Bretonneux. La femme politique devra notamment batailler contre la liste LR-UDI menée par François-Xavier Bellamy, remplaçant du député sortant François de Mazières et le candidat de La République En Marche Didier Bécher. Cette liste de candidats n'est pas encore définitive. Nous continuons ce focus sur la première circonscription qui couvre Versailles, Guyancourt, Montigny, le Bretonneux avec Thibault Marchal. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous n'avez pas la circonscription la plus évidente. Montigny, le Bretonneux, Emmanuel Macron qui fait un très bon score. Sur Versailles, c'est François Fillon qui était très largement en tête avec 44-45%. Pourquoi cette circonscription ? Parce que j'y habite. Parce que vous aimez les défis ? J'y habite, j'y travaille. Je suis aussi, je fais partie des 40% un peu moins des investis par la France Insoumise qui adhèrent à un parti politique et j'en suis responsable. Et donc c'est aussi le rôle des responsables de partis politiques d'aller là où il faut aussi être présent parce qu'on a des électeurs. Je pense au quartier de Jussieu, je pense à Guyancourt, je pense à beaucoup de quartiers populaires à Montigny aussi. On a des électeurs qui ont envie de voter pour notre programme et il faut qu'on soit présent, quel que soit le score final. Avant de s'attarder néanmoins sur la circonscription, un mot sur cette division à gauche. Pourquoi pas d'accord, par exemple, avec le Front de gauche, avec le Parti communiste français ? Alors, ça va vous pénaliser finalement. C'est compliqué, ça peut nous pénaliser effectivement et d'un autre côté pas toujours parce que notre ligne a été claire. Nous, la France Insoumise n'est pas un parti politique, ce n'est pas non plus un cartel de partis. Il s'agit de faire un rassemblement. On a proposé un cadre de rassemblement avec une charte de rassemblement. Plusieurs partis nous ont rejoints et beaucoup de non encartés. Le Parti communiste n'était pas d'accord avec certains points de cette charte. Par moments, ils se sont rapprochés de nous, j'allais dire, intelligemment, et nous aussi. Par d'autres moments, c'était un calcul de boutiquier. Je te donne cette circonscription, tu me donnes cette autre. Et puis, on parle d'accord au niveau national, mais sur le terrain, ce qu'on a entendu de la part de candidats de la France Insoumise, de la part des candidats du Parti communiste, c'est nous, on aurait bien aimé s'entendre, mais on va se retrouver les uns contre les autres. Oui, mais c'est la même chose. J'allais dire, c'est très difficile pour nous. C'est une élection pour nous nationale. Le député, il ne siège pas pour représenter sa circonscription. Il est élu dans sa circonscription, mais il vote pour l'intérêt général. Il est député de la France et il prend des décisions qui concernent toute la France. Et donc, le député, il doit défendre un programme, il doit être cohérent et il doit défendre aussi... j'allais dire quelque chose qui est intelligible pour l'électeur. L'électeur qui veut voter communiste parce qu'il aime le Parti communiste ou qu'il aime son programme et qui voit que le Parti communiste dans d'autres départements est allié au Parti socialiste qui lui-même assume la politique du gouvernement sortant, c'est pas possible, ça n'est pas clair. Donc pour nous, il nous faut une clarté. On veut bien accueillir des communistes, et on en a, des candidats communistes qui sont présentés par la France Insoumise. Ils ont accepté de signer la charte, et pour eux, clairement, ils ne sont pas alliés à aucun moment du Parti socialiste, par exemple. Beaucoup estiment que Jean-Luc Mélenchon a fait des erreurs depuis le résultat du premier tour de la présidentielle. Il n'y a pas eu d'appel immédiat à voter pour le mouvement En Marche, ce front républicain face au Front National. Il se parachute aussi du côté de Marseille et on lui reproche ce tourisme électoral. Vous en pensez quoi ? Alors,
pour l'appel du second tour, Jean-Luc Mélenchon a été contraint par le cadre de la France Insoumise. La France Insoumise ne s'est pas fixé beaucoup de règles puisque c'est un mouvement très jeune, mais dès octobre dernier, nous avons annoncé qu'il n'y aurait pas de consigne pour le second tour et que les militants seraient consultés. Donc ils ne pouvaient pas donner de consigne, ils n'en avaient pas la légitimité ni l'autorisation. Les militants ont été consultés et finalement ils étaient très partagés. Donc c'était aussi son rôle en tant que porte-parole du mouvement d'en garantir l'unité. Si lui s'était positionné pour un des trois camps officiellement, abstention, blanc ou nul ou vote Macron, il se serait automatiquement séparé des 2 tiers restants. Et donc, il faut absolument qu'on reste unis pour défendre l'intérêt des Français, du plus grand nombre. Donc ça veut dire pour vous que la dynamique peut se poursuivre sur l'élection législative. Bien sûr. Dynamique enclenchée par Jean-Luc Mélenchon, qui est un personnage aussi, qui a porté des voix parce que les électeurs se sont tournés vers lui, et peut-être pas forcément vers le mouvement, mais vers son personnage. Alors, nous, les candidats de la France Insoumise sont moins connus. On fait le pari que les gens n'ont pas voté que pour une personnalité, mais pour un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Et on fait le pari que les gens vont être convaincus par notre porte-parole qui est brillant, certes, mais qu'ils vont être convaincus aussi par les jeunes candidats inconnus qui font un vrai renouvellement, contrairement à ce que certains tentent de vous faire avaler, avec des vrais inconnus, des vrais gens, avec 6% de nos candidats qui sont agriculteurs, par exemple, 94% de nos candidats qui sont sans mandat local électoral. Donc, voilà, c'est un renouvellement, mais c'est toujours le même programme. Et c'est ça aussi. Le programme, l'Avenir en commun, a évolué pour la législative, pas pour du les tout. législatives, pas du tout. Contrairement aux autres, on ne cherche pas à faire du marketing électoral. Nous, on est convaincus. On l'a élaboré en commun l'an dernier, ce programme, l'Avenir en commun. Il est basé sur l'Humain d'abord de 2012, réactualisé par plus de 3000 contributions en ligne, par 12 auditions de spécialistes, etc., etc. Et des apports des partis qui ont rejoint la France Insoumise. Ce programme, c'est le fruit d'un travail collectif. Et nous cherchons à convaincre les électeurs que c'est le meilleur. Nous ne cherchons pas à quémander les voix des électeurs en leur faisant plaisir, en retirant ceci ou retirant cela pour leur faire plaisir. Il s'agit de les convaincre que la sortie du nucléaire, par exemple, est une nécessité. Vous avez parlé de cet enjeu national pour cette élection. Néanmoins, même question que pour tous les candidats, il faut se faire élire dans une circonscription collée à la réalité du terrain. Est-ce qu'il y a des propositions, des choses spécifiques sur lesquelles vous allez mettre l'accent pendant la campagne dans la première circonscription ? La première circonscription, comme vous l'avez dit, c'est quand même un territoire très particulier. Entre Versailles, Guyancourt et Montigny-Bretonneux. Ce sont des villes relativement dynamiques d'un point de vue économique, mais aussi avec quelques quartiers populaires. Nous, on compte mettre l'accent sur 2 thématiques sur la première circonscription. A priori, on va beaucoup parler d'écologie, parce que pour nous, c'est ce qui manque beaucoup dans le programme d'Emmanuel Macron et de la droite. Et puis, sur le social, évidemment, parce que la loi El Khomri XXL qu'on nous promet, c'est vraiment un retour en arrière au 19e siècle où l'ouvrier vend sa force de travail au jour le jour et on est opposé à cela. Sur cette première circonscription, le député sortant, François de Mazières, ne sera pas candidat. C'est François-Xavier Bellamy, l'un de ses adjoints à la mairie de Versailles, qui va le représenter, investi par les Républicains et par l'UDI. Néanmoins, votre regard sur le travail du sortant, sur le député sortant ? Très bonne question. Non, mais il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que le député sortant, c'est un député de droite qui vote à droite. Il n'y a pas grand-chose qui nous rapproche. Votre principal adversaire, ce sera justement son successeur dans ce scrutin ? Je crois que, comme je l'ai dit, ma principale tâche, c'est de convaincre que mon programme, que notre programme, l'Avenir en commun, est le meilleur pour tous, pour l'intérêt général. Donc, c'est aussi de faire le plus gros score possible pour aider à recomposer une majorité de gauche en cohabitation avec Emmanuel Macron. Vous n'avez jamais été élu, c'était votre premier engagement, cette campagne de la présidentielle. Là, vous poursuivez. Qu'est-ce qui vous a poussé, pour que les électeurs comprennent un peu mieux, à rejoindre la France Insoumise et aujourd'hui leur demander un mandat de député ? Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'étais responsable du parti de gauche, donc j'ai jamais été élu, mais j'ai participé à des campagnes, soit en tant que suppléant, soit en tant que directeur de campagne ou aider un petit peu. Moi, mon engagement politique, il est basé sur 2 grandes thématiques. Je suis professeur de sciences économiques et sociales.
Et je dois avouer que le capitalisme libéral que j'enseigne, on le sait tous, il est plein de limites. Et j'ai du mal à comprendre qu'on continue à s'acharner à appliquer une théorie qu'on connaît imparfaite. Et donc je suis pour remettre l'économie au service de l'humain et non l'inverse. C'est la première motivation qui m'a poussé à m'engager à gauche. Et puis pour la suite, il y a tout ce qui est écologie, réduction des inégalités. C'est plus les thématiques qui m'ont obligé à sortir de mon confort personnel et d'aller me battre sur les questions écologiques de réduction des inégalités. Une dernière question, puisque l'actualité de ce milieu de semaine, c'est la nomination de ce nouveau gouvernement. Vous avez peut-être suivi Gérard Collomb à l'intérieur, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, François Bayrou, qu'on retrouve garde des Sceaux à la justice, Bruno Le Maire à l'économie. Vous en pensez quoi? C'est un gouvernement de droite. Voilà, il n'y a pas de surprise. Emmanuel Macron se prétendait libéral, ni de gauche ni de droite, parce que sur le plan économique, il était plutôt à droite et sur le plan social, plutôt à gauche. Son Premier ministre est quelqu'un qui, par exemple, sur les lois sur le mariage pour tous, avait une position clairement de droite et non pas libérale, comme le prétend Emmanuel Macron. Donc ce gouvernement est définitivement de droite. Malgré la présence de personnalités comme Gérard Collomb, Gérard Collomb n'est pas une personnalité de gauche, c'est pas parce que aussi. Gérard Collomb adhère au Parti socialiste ou adhérer au Parti socialiste parce qu'on ne sait plus, après leur tambouille, finalement, est-ce que j'ai la carte PS, En Marche, chacun s'arrange selon sa circonscription. Non, ça, pour moi, c'est pas une personnalité de gauche. Et moi, je suis un petit peu surpris et déçu par Nicolas Hulot qui, en 2012, avait voté Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'il va être très vite contraint avec un ministère de l'économie tenu par la droite. Il verra qu'il pourra pas... Néanmoins, il a un ministère d'État. Il aura un ministère d'État. On verra s'il peut faire quelque chose sur Notre-Dame-des-Landes, sur le nucléaire, sur les gaz de schiste. J'espère. Ce serait une bonne nouvelle. Merci Thibault Marchal. Je rappelle que vous êtes candidat pour la France Insoumise dans cette première circonscription des Yvelines. Nous refermons le 7-8 politique. Prochaine édition le 24 mai. La campagne est aussi à suivre dans nos différentes éditions du journal chaque jour. Et puis tous les replays sont à consulter sur notre site internet et notre application mobile.